Zakaria Boudaha, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Mohamed V de Rabat et expert en relations internationales. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette escalade de tensions entre les États-Unis et le Venezuela. Donc, je rappelle, hier, Caracas a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objectif, c'était de dénoncer cette escalade avec cette prétendue volonté de Washington de vouloir renverser le gouvernement de Maduro. Aussi en termes de mots utilisés dans ces injonctions, des mots comme Caracas qui part d'une attitude de cow-boy, Washington qui accuse Caracas de narcotrafic et plus. Donc pour commencer, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de ce qui se passe, expliquer brièvement pourquoi aujourd'hui les États-Unis et le Venezuela en arrivent à ce niveau de tension? Premièrement, la tension est ancienne, notamment après le second mandat de l'actuel président vénézuélien, Nicolas Maduro, 2019. On le sait, à partir de 2013, le décès de l'ancien président Hugo Chavez, il y a eu Maduro qui est monté au créneau et il avait déjà occupé des postes de responsabilité, notamment en tant que président du Parlement, mais il était en même temps président par intérim. Le second mandat 2019, il y a eu le président de l'Assemblée à l'époque qui était en opposition, soutenu notamment par les États-Unis. Il y a eu énormément de protestations parce que le pays quand même souffre d'un certain nombre de problèmes sociaux en termes de précarité, en termes également de hiérarchie sociale, etc. C'est la raison pour laquelle les États-Unis aujourd'hui de M. Donald Trump, peut-être qu'il voudrait prendre sa revanche. Lors du premier mandat de M. Trump, il n'a pas pu détrôner, entre guillemets, l'actuel président. Il voudrait avancer des arguments de type que le Venezuela utilise la rente pétrolière pour financer le narcotrafic qui irrigue le marché entre guillemets américain. C'est un pays quand même qui occupe une position extrêmement importante sur le plan géostratégique, aux Caraïbes, mais également par rapport au Pacifique. Mais de toutes les manières, quand on apprécie la situation, il y a deux manières de le faire. On pourrait, dans un premier temps, considérer qu'il y a peut-être des arguments de type géopolitique, géostratégique, sécuritaire, etc., qui alimentent la doctrine américaine d'une sorte d'attaque préventive, pour ne pas dire guerre préventive, qui pose des problèmes en termes de droit international. L'autre lecture, strictement axée sur le droit international, voudrait considérer que les attaques américaines, jusqu'à aujourd'hui, à peu près 105 morts, carrément 80 navires ont été arraisonnés, squattés si vous voulez, ou arrêtés. Donc ce qui fait qu'il y a des problèmes sérieux en termes de la légalité de l'action américaine contre un pays souverain et indépendant. Effectivement, on a aussi l'impression que le pétrole, c'est un sujet phare dans ce conflit peut-être préventif, comme vous le dites. Le Venezuela possède des réserves énormes de pétrole, voire les plus grandes au monde. Les États-Unis se concentrent beaucoup sur ces pétroliers et donc les arraisonnent. En quoi c'est un sujet central dans ce conflit aujourd'hui entre les deux pays ? Les États-Unis ont activé des sanctions unilatérales depuis 2019. Évidemment, on le sait en droit international, les sanctions ne doivent pas être ainsi, mais plutôt prononcées exclusivement par le Conseil de sécurité, dans le cas d'une action collective. Ça, c'est le premier point. Et donc, les sanctions unilatérales visaient justement, en partie, partiellement, ce sont des sanctions partielles qui ne visent pas totalement tout le pétrole et le gaz, il faut le souligner, exporté par le Venezuela, mais considérant que des actions un peu targetées, entre guillemets, c'est-à-dire qui ciblent en partie certains pétroliers vénézuéliens qui, après un soupçon, si vous voulez, américain, sont accusés d'alimenter, encore une fois, le narcotrafic. Que ce soit de grands pétroliers, que ce soit de petits pétroliers. Ça, il faut le souligner. Par ailleurs, le Venezuela, c'est l'un des premiers pays ayant une réserve mondiale de pétrole, mais aussi de gaz. Et ça, c'est extrêmement important. En dépit, malheureusement, de la vulnérabilité constatée dans ce pays, il faut le souligner, qui pratiquement, sur le plan de la superficie géographique, atteint le 1 million de kilomètres carrés avec une population, en ce qui concerne les statistiques 2024, qui frôle les 30 millions. C'est un pays qui a d'autres minorés extrêmement convoités, si vous voulez, par les États-Unis. Mais dernièrement, il y a eu cette stratégie américaine de sécurité. On en parle souvent et surtout MAGA. MAGA, c'est Make America Great Again.
C'est un unilatéralisme très prononcé, très accentué. Certains même parlent de la doctrine de Monroe, l'ancien président américain 1821. Monsieur Trump voudrait lui emboîter le pas, c'est-à-dire que l'Amérique aux Américains. Et par conséquent, la question du pétrole, elle est fondamentale, voire même Monsieur Donald Trump, hier, dans une conférence de presse, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire du pétrole vénézuélien lorsque vous avez justement arraisonné les navires? Il a dit, bon, soit on va le garder, soit on va le mettre dans les réserves stratégiques américaines, soit on va le revendre, etc. Donc vous voyez la manière avec laquelle M. Trump considère cette problématique du pétrole comme rente vénézuélienne, accusée ou accusant l'actuel président de nourrir et de financer le narcotrafic illicite, évidemment, comme son nom l'indique, préjudiciable aux intérêts américains. Et on sent aussi que ce début de conflit a un impact sur la géopolitique mondiale. Hein. Il dépasse ses frontières et ces deux pays. D'ailleurs, hier au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie ont essayé de dénoncer cette pression économique et militaire sur Caracas. Est-ce que, voilà, quel impact ce conflit peut avoir au-delà de cette région-là dans la géopolitique mondiale ? Premièrement, c'est un précédent, il faut le dire. Bon, il est fâcheux quand même, quand on sait que pratiquement il y a un embargo total qui a été décrété contre le Venezuela. Ça, c'est extrêmement important, ce qu'on appelle un blocus naval. Deuxièmement, il y a une dimension idéologique. Vous savez, le Venezuela, c'est un ancien pays qui a connu beaucoup de changements tumultueux, des coups d'État, etc. Mais par ailleurs, ce qu'il faudrait aussi souligner, c'est qu'il a connu ce que les Vénézuéliens nomment la révolution bolivarienne, avec Hugo Chavez. Bolivar, par référence à l'ancien résistant, on va dire, l'ancien président péruvien, 18e siècle en particulier, et 19e avec Napoléon. Ça, il fallait le rappeler. Et donc, idéologiquement parlant, le Venezuela est anti-impérialiste, entre guillemets. C'est-à-dire, il se situe aux antipodes de la stratégie ou de la vocation ou encore de l'orientation idéologique états-unienne américaine. Ça, c'est le premier point. Par conséquent, les appuis classiques du Venezuela sont des appuis russes et chinois en particulier, notamment du fait non seulement de la proximité ou du rapprochement idéologique en termes de conception socialiste de la gestion des affaires de l'État, mais également, il faut le rappeler, la Chine et la Russie achètent le pétrole vénézuélien ainsi que d'autres pays, y compris les États-Unis. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé d'un embargo partiel, il faut le rappeler. Troisième chose aussi, ce qui dérange, c'est du point de vue de la sécurité de la navigation maritime et cela impacte considérablement la géopolitique maritime, parce que les Caraïbes, c'est quand même une région extrêmement importante, avec par extension l'impact ou les impacts négatifs sur les corridors maritimes du transport des pétroliers. Cela risquerait, si le problème n'est pas contenu, n'est pas encerclé, avoir des répercussions extra, si vous voulez, régionales qui peuvent s'étendre au-delà de la zone des Caraïbes et des régions limitrophes aux États-Unis et le Venezuela. Et Monsieur Zakaria Bouddahab, une question qui semble courte mais lourde de conséquences. Est-ce qu'une guerre frontale est possible entre ces deux pays ? Moi, je crois que M. Nicolas Maduro avait tenté de calmer un peu les choses parce qu'il sait très très bien qu'il n'a pas les moyens suffisants de confronter ou d'affronter plutôt l'armada militaire impressionnante états-unienne. Et donc, il y a de la dissuasion qui est là. Il cherche aussi à avoir des appuis de la part de la Russie et de la Chine, mais fort probablement la Chine et la Russie ne vont pas jusqu'à aider militairement le Venezuela en cas d'une attaque de grande envergure, imaginons une attaque terrestre, parce que cela reste quand même un scénario probable ou vraisemblable, mais je pourrais peut-être considérer que M. Donald Trump et l'administration qui lui est proche, bien entendu, ses conseillers, secrétaires d'État, etc., n'iront pas jusqu'à provoquer une augmentation de l'escalade, parce qu'ils savent très très bien que l'action menée par les États-Unis est une action, du point de vue du droit international, qui reste quand même illégale. Imaginons les conséquences qui peuvent en découler. Cela dit, la responsabilité juridique états-unienne risquerait d'être engagée face ou devant des instances internationales, non seulement l'ONU, mais probablement la Cour internationale de justice, voire même probablement par extension s'il y a des dégâts considérables devant la Cour pénale internationale.
Merci beaucoup, M. Zakaria Abouda. Merci pour ces précisions, en espérant que ça reste de l'ordre de la prévention, un conflit préventif, et bien sûr que ça ne dégénère pas. Il y a déjà beaucoup trop de conflits dans ce monde. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Mohammed V de Rabat et aussi expert en relations internationales.